$1 million a disparu du compte de Parker Schnabel avant qu'un seul seau de terre ne touche la nouvelle station de lavage. Il n'y avait aucune garantie, aucune preuve et aucun moyen de savoir si le pari serait gagnant. Tout ce qui est arrivé au Klondike était 45 tonnes d'acier, non testé, éparpillé dans un parc de gravier, une montagne de pièces qui ressemblait plus à un puzzle qu'à la machine sur laquelle Parker comptait pour sauver sa saison. Tout reposait désormais sur une question à laquelle personne ne pouvait encore répondre. La Golden Goose volerait-elle ou deviendrait-elle l'erreur la plus coûteuse de la carrière de Parker? De l'autre côté de sa concession, deux énormes stocks de saleté salariale attendaient comme des monuments silencieux au risque. Les montagnes étaient situées à près de 4000 pieds, les unes des autres remplies de terres aurifères qui ne pouvaient rapporter $1 avant de passer par une usine de lavage. L'hiver se rapproche chaque jour et le Yukon ne négocie pas avec les mineurs. Si le gel arrivait avant que ces tas ne soient traités, des milliers d'onces d'or resteraient piégées dans la terre gelée jusqu'à l'année suivante. Les enjeux n'auraient en guère pu être plus élevés. Près de 10 000 onces d'or du Yukon sont restées liées au plan de Parker, d'une valeur d'environ $35 millions au prix actuel. Chaque jour où l'oie restait inactive était un autre jour où l'horloge se rapprochait du désastre. Si la machine ne fonctionnait pas, des mois de préparation, des millions de dollars d'investissement et une saison entière d'opportunités pourraient disparaître sous les yeux de Parker. Ce qui a rendu la situation encore plus tendue, c'est le marché lui-même. Les prix de l'or atteignaient des niveaux que peu de mineurs avaient jamais imaginés. Chaque semaine semblait atteindre un nouveau record, et personne ne savait combien de temps cette poussée durerait. Parker a compris que des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas souvent, et que chaque heure perdue était encore plus douloureuse. Pour les mineurs qui passent leur vie à lutter contre le sol gelé, les équipements cassés et les obstacles impossibles, c'était le genre de saison dont les gens rêvent. Dans quelques années, les anciens seraient encore assis autour de feux de camp et de tables basses à parler des prix de l'or de cette année. Ils s'en souviendraient comme de la saison où les fortunes pouvaient se faire plus rapidement que prévu. Parker savait qu'il se tenait au milieu d'un de ces rares moments. La saison minière au Yukon suit un calendrier brutal qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Le sol dégèle finalement au printemps, pour ensuite geler à nouveau lorsque l'automne arrive. Entre ces deux points se déroule une course effrénée contre la montre, et Parker a passé la majeure partie de sa vie à apprendre comment survivre à cette course. Depuis qu'il a repris l'exploitation familiale alors qu'il était adolescent, chaque saison a été comme une bataille contre une horloge qui ne s'arrête jamais. Il y a des années, Parker a choisi un chemin que peu de personnes de son âge auraient osé emprunter. Au lieu de suivre une voie traditionnelle, il s'est entièrement consacré à l'exploitation minière. Revendication par concession, coupe par coupe et once par once, il a construit l'une des exploitations les plus réussies du Klondike. Chaque succès passait par le risque et chaque leçon avait un prix. Cette saison, cependant, a présenté un défi sans précédent. Le Golden Mile, l'étendue de terrain responsable d'une grande partie du succès de Parker, commençait à manquer de réponses faciles. Les revenus étaient toujours là, mais les usines existantes ne pouvaient tout simplement pas traiter suffisamment de matériaux assez rapidement pour atteindre les objectifs ambitieux que Parker s'était fixés. Quelque chose devait changer. Quelques semaines plus tôt, Parker avait pris une décision qui avait laissé de nombreuses personnes incrédules. Plutôt que de continuer à traiter la saleté comme d'habitude, il a complètement arrêté les opérations d'éclusage sur le Golden Mile. De l'extérieur, cette décision semblait imprudente. D'énormes quantités de matériaux aurifères ont été empilées dans des stocks géants, tandis que de précieuses journées de la saison s'écoulaient. Pour de nombreux observateurs, il semblait que Parker gâchait intentionnellement une partie de la saison. Mais dans son esprit, un autre calcul prenait forme. Il savait que courir de manière inefficace ne le mènerait jamais là où il devait aller. Au lieu de se contenter de petits gains, il a choisi de sacrifier la production à court terme pour avoir la chance de réaliser quelque chose de beaucoup plus grand. Ce pari a mené directement à la Golden Goose. Sans jamais avoir vu l'usine en personne, Parker a viré près d'$1 million et a placé sa confiance dans une machine encore quelque part entre le fabricant et le Yukon. Une signature l'engageait au plan. Un transfert a mis une énorme partie de sa saison entre les mains d'un équipement qu'il n'avait jamais touché. Lorsque les camions de transport sont finalement arrivés au camp, l'excitation s'est mêlée à l'anxiété. La Golden Goose était arrivée mais pas sous forme de machine finie. Il est arrivé comme chaque grande installation de lavage,
arrive décomposé en d'innombrables pièces qui devaient être assemblées sous pression et dans des délais implacables. Des poutres en acier, des convoyeurs, des systèmes hydrauliques, des composants d'écluses et des structures de support couvraient la cour. Debout devant la montagne d'équipements, Parker pouvait enfin voir ce que son million de dollars avait acheté. L'équipage s'est rassemblé autour des pièces, étudiant le défi à venir. Il y avait de l'enthousiasme dans l'air, mais on comprenait aussi que cette machine suscitait d'énormes attentes. Son succès ne se mesurerait pas à son aspect impressionnant, mais à la quantité d'or qu'il pourrait récupérer. Parker a expliqué pourquoi il croyait en la plante. Il s'attendait à ce qu'elle traite plus de métrage que n'importe quelle usine de lavage actuellement en activité sur la concession. Il pensait que les taux de récupération seraient excellents. Plus important encore parce qu'il était neuf, il espérait qu'il éviterait les pannes mécaniques constantes qui affectent les équipements plus anciens. Pourtant, derrière chaque déclaration optimiste persistait une possibilité plus sombre. Si l'OAI échouait, il n'y aurait pas de seconde chance. Les réserves de salaire stockées resteraient intactes. Les objectifs de la saison deviendraient hors de portée. L'investissement d'1 million de dollars deviendrait un monument d'échec au milieu du Klondike. L'équipage s'est immédiatement mis au travail. Jeff Turnell a coordonné le processus d'assemblage, tandis que Jordi a positionné l'équipement pour la construction. Alec Kelly, Liam Bussellamax et le reste de l'équipe ont chacun assumé des responsabilités critiques. Chaque tâche comptait, car il n'y avait pas de temps supplémentaire disponible. L'objectif était de 7 jours, et c'était tout ce qu'ils pouvaient en se permettre. Alors que la construction se poursuivait, un chiffre planait sur l'ensemble de l'opération, 10 000 onces. Cet objectif a façonné chaque décision prise par Parker tout au long de la saison. Au prix actuel, cela représentait environ 35 millions de dollars d'or, suffisamment pour transformer une saison réussie en une saison historique. Pour atteindre cet objectif, l'exploitation devait produire en moyenne environ 440 onces chaque semaine. Pas occasionnellement. Pas pendant les semaines exceptionnelles. Chaque semaine. Parker savait exactement à quel point ce rythme était difficile à maintenir, surtout alors que la saison entrait déjà dans sa phase finale. Le raccourcissement des jours nous rappelait constamment combien il restait peu de temps. Le lever du soleil est arrivé plus tard. L'obscurité est arrivée plus tôt. Les températures ont baissé. Tous les signes pointaient vers l'hiver, et l'hiver finit toujours par gagner. Les salaires sur le Golden Mile ont continué de croître à mesure que le calendrier diminuait. Chaque seau de terre en attente dans ces stocks représentait de l'or potentiel qui n'avait pas encore été récupéré. Jusqu'à ce qu'elle atteigne une station de lavage, ce n'était que de la saleté. Parker pouvait presque sentir la pression monter à chaque fois qu'il regardait ces montagnes. La stratégie elle-même avait du sens sur le papier. Big Red traiterait un stock tandis que Golden Goose attaquerait l'autre. Ensemble, les deux usines pourraient potentiellement ronger d'énormes quantités de matériaux avant le gel. Si tout fonctionnait parfaitement, le pari de Parker serait brillant. Mais il y avait un problème que personne ne pouvait ignorer. À ce moment-là, le Golden Goose n'avait pas traité un seul mètre de terre payante. Il n'avait pas prouvé son taux de récupération. Il n'avait pas prouvé sa fiabilité. Cela n'avait rien prouvé du tout. Tout ce que Parker avait, c'était un plan, un délai, une montagne de salaires accumulés et 45 tonnes d'acier posées sur du gravier. Le succès de sa saison, et peut-être l'une des décisions les plus importantes de sa carrière minière, dépendait de la capacité de cette machine à passer d'une coûteuse collection de pièces à la centrale de production d'or dont il avait désespérément besoin. Les 7 prochains jours décideraient de tout. 270 mètres par heure est actuellement un chiffre sur une fiche technique, pas un chiffre sur un compteur de kilométrage. Jusqu'à ce que l'usine fonctionne à cette capacité pendant un quart de travail complet, il s'agit d'une promesse et non d'un résultat. Si la construction tarde ne serait-ce que quelques jours, le deuxième tas reste gelé sous la neige avant la fin de l'année. Chaque heure où les pièces restent déboulonnées est une heure où les calculs deviennent plus difficiles. La construction commence. Parker fait appel à Jeff Turnell, un expert en installation de lavage, qui a passé des années à assembler ces machines dans les conditions les moins indulgentes au monde. Jeff connaît cette version. Il connaît les améliorations commandées par Parker, les extensions d'écluses et les modifications apportées au pont qui sont censées rendre l'eau plus rapide et plus propre que toute autre chose sur la propriété. Cette usine doit traiter beaucoup de matériel. Nous avons effectué quelques mises à niveau. Nous avons les extensions d'écluses. C'était un module complémentaire que Parker souhaitait.
Nous avons apporté quelques modifications au deck pour le rendre meilleur, pour le rendre plus efficace, afin qu'il soit plus rapide sur le terrain. Jeff parcourt le pont avant le début de l'ascenseur. Il explique à l'équipage ce que les améliorations changent. Les extensions du canal d'écluse ajoutent de la longueur à la surface de récupération, ce qui signifie plus de temps pour que l'or fin se dépose dans les tapis avant que l'eau ne l'emporte vers l'arrière. Les modifications apportées au plateau rendent la plante plus efficace sur le terrain, plus rapide à installer et à alimenter. Sur le papier, Loa est l'usine de lavage la plus performante que Parker ait jamais possédée. Sur papier, Parker s'approche de l'équipe et présente la séquence d'assemblage. Soulevez la plante principale, faites glisser les patins en dessous, enfoncez les goupilles, lancez la trémie, laissez tomber l'ours. Ensuite, ce n'est qu'un tas de petits morceaux jusqu'à ce que vous ayez une installation de lavage. Un tas de petits morceaux. C'est ainsi qu'il fabrique 1 million de dollars d'acier non éprouvé qui doit fonctionner à plein régime d'ici la fin de la semaine. Le délai n'est pas souple. La fin de la semaine est le moment où la deuxième pile de paye doit commencer à bouger. C'est à la fin de la semaine que le calcul de 10 000 commence à paraître à nouveau possible. Chaque jour passé, l'objectif de la saison diminue. Jeff est d'accord avec le calendrier. L'usine doit traiter beaucoup de matériaux et les mises à niveau, les extensions d'écluses et les modifications du pont sont conçues pour rendre cela possible. Le but de la construction n'est pas seulement de tenir Loa debout. Il s'agit de la redresser assez vite pour récupérer les jours que l'opération a déjà perdus à cause de la décision de stockage. Le premier travail est la fondation. Les patins hydrauliques sont les pieds métalliques sur lesquels reposera l'ensemble de l'usine de 45 tonnes. Sans eux en place et correctement épinglés, rien d'autre sur la plante n'a d'importance. Mon plan pour le moment est de soulever l'usine principale, nous placerons les patins en dessous et enfoncerons les goupilles. Jeter la trémie et l'ours, et ensuite ce n'est qu'un tas de petits morceaux pour le transformer en plante. Ça a l'air bien. Les patins permettent à Loa de se déplacer sur un sol inégal et se verrouillent une fois en position. Les broches fonctionnent mal ici et l'usine entière reste de travers pour le reste de la construction. Jordi manipule les commandes de la pelle, soulevant le corps principal pour que les patins puissent glisser en dessous. L'équipage attend au sol avec les unités sur patins, prêtes à les pousser en position dès que le corps principal se dégage. Puis le vent se lève. Dans la cour ouverte du Yukon, avec une charge aussi lourde suspendue à une flèche, la dérive est l'ennemi. L'usine ne reste pas immobile à attendre que les broches s'alignent. Il flotte. Il glisse latéralement. Il avance lorsque l'équipage a besoin de s'arrêter et s'arrête lorsqu'il a besoin de se déplacer. Parker le regarde se balancer et appelle Max pour ancrer une extrémité, donnant à l'équipage une chance de se battre. La plante dérive toujours. Parker passe la pelle. Ne plaisantons pas. Mettons le sous maintenant. Installez les patins. N'attendez pas la perfection. Jordi abaisse la plante. Les patins glissent. Quelqu'un appelle un peu, puis un peu plus. La plante rampe vers les trous d'épingle de quelques centimètres de large seule cible sur une structure de la taille d'une petite maison. Drift l'attrape au pire moment. Il y a un cri, une correction, puis une vitre propre. Parker appelle pour le coup. Quelqu'un fait balancer le traîneau. La première quille rentre chez elle, un côté assis. L'équipage bascule de l'autre côté, toujours à la dérive. Parker rappelle. Le traîneau oscille. La deuxième goupille s'entraîne les deux côtés, étant verrouillée. Dérape le plus dur est fait pour cette étape. C'est en quelque sorte essayer d'aligner les quilles quand ça dérive. Se préparer. Eh les gars, nous sommes alignés. Ouais, frappez-le, frappez-le. La trémie doit encore descendre. L'ours doit encore monter. Les extensions d'écluses doivent encore être boulonnées. Le système hydraulique doit encore être purgé. Chaque heure que l'équipage passe sur ces petites pièces équivaut à 1 heure pendant laquelle la deuxième pile de paix ne bouge pas et le calendrier continue de tourner. L'équipage travaille sur les étapes suivantes sans interruption. La trémie tombe sur le pont principal. L'ours est mis en position et boulonné. Les extensions d'écluses se boulonnent à l'arrière de l'usine, ajoutant la surface de récupération censée donner à Loa son avantage sur Big Red Bob et Roxanne. Les conduites hydrauliques sont acheminées purgées et la pression vérifiée. Chaque connexion est une chose supplémentaire qui doit tenir sous charge. Parker se promène dans la cour, vérifiant les marques de couple, vérifiant le tracé des lignes, regardant Jeff et l'équipe de construction se déplacer de station en station. La date limite ne bouge pas.
Fin de semaine. L'équipe continue de construire. Le problème de l'eau. Pendant que le corps principal de Loa est cousu sur ses patins, Alec Kelly et Liam Buxella, travaillant sur le problème qui pourrait tranquillement tuer la construction avant même qu'elle ne parcourt un chantier. Les deux mécaniciens mettent la conduite d'eau en place. Une usine de lavage ne déplace pas un seul grain de terre sans eau et la poule aux œufs d'or n'est pas une plante qui boit à la légère. Pour courir 270 mètres à l'heure, Loa a besoin d'un torrent, pas d'un filet d'eau, pas d'un débit constant. Un torrent heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce que la deuxième pile de paix disparaisse. La course depuis la source d'eau jusqu'à Loa est longue, peut-être trop longtemps. Chaque pied de conduite supplémentaire entraîne plus de friction, plus de perte de pression et plus de risques que la pompe ne puisse pas fournir le volume dont l'usine a besoin au niveau du pont. Si la pompe ne parvient pas à pousser suffisamment d'eau dans cette conduite, Loa ne pourra pas fonctionner à pleine capacité. Les cibles de distance de Parker s'évaporent. La raison pour laquelle il a viré $1 million part en fumée. Alec expose clairement les enjeux pendant qu'il travaille. La principale préoccupation est de ne pas fournir suffisamment d'eau à Loa. Sans le volume, ils n'utilisent pas l'usine à son potentiel maximum et ils ne pourront pas exploiter la superficie souhaitée par Parker. La principale préoccupation que nous allons avoir est que si nous ne parvenons pas à fournir suffisamment d'eau à Loa, nous ne l'utilisons pas à son potentiel maximum et nous ne pourrons pas exploiter la superficie souhaitée par Parker. Cela aurait pu être tout simplement pour rien. Il met en place le panier d'aspiration et le dit clairement. Cela aurait pu être tout simplement pour rien. Liam met en scène la file côté usine. Le tuyau remonte le long du sol en longue bobine noire. La pompe attend à la source amorcée et silencieuse. Alec donne le feu vert. La pompe se déclenche. Chaque paire d'yeux et d'oreilles suit la ligne et la jauge surveillant tout signe, indiquant que l'eau va parcourir toute la distance. La ligne se ferme. Il y a un délai qui semble plus long qu'il ne l'est. Puis, l'eau arrive, se charge, gravit la piste et atteint la plante. La première impulsion frappe le pont avec ce bruit sourd et humide, qui signifie que la ligne est scellée et que le système est vivant. Prête quand tu les boutons d'or. Alec regarde la jauge pendant encore quelques secondes. La pompe maintient la pression. La ligne reste fermée. L'eau continue de grimper sur le parcours, continue d'atteindre le pont, continue de nourrir la plante avec le volume dont elle a besoin. Le problème de la conduite d'eau n'est pour l'instant pas un problème. La pompe démarre. L'eau continue d'arriver. Loa a de l'eau sur le pont. La trémie est ouverte. Les nattes sont posées et l'écluse coule. Jeff signale que tout est clair. L'équipage communique par radio avec l'appel. La plante est prête pour sa première récolte, le premier scoop. Parker se tient en retrait du pont, les mains dans les poches, regardant la nouvelle usine tourner au ralenti. Jeff Turnell garde les yeux sur l'écluse à la recherche du premier signe de problème. L'équipage attend. L'eau est allumée, la trémie est ouverte. Les tapis sont secs, prêts pour leur premier lavage sur le sol du Yukon. La pelle oscille. Le seau se charge. La première boule de terre du Yukon roule dans la trémie de la poule aux œufs d'or. La plante bouge. Le pont tremble. L'écluse coule à flot. Du sable noir et du gravier dévalent le long de la piste. Les tapis attrapent ce qu'ils sont censés attraper. Les rejets s'envolent par l'arrière comme ils sont censés s'envoler par l'arrière. Loa fait exactement ce que toutes les stations de lavage de la propriété de Parker font depuis des années, sauf qu'elle le fait à nouveau dès sa première heure de vie. Sur une construction terminée un jour, avant la date limite, la réaction de Parker est brève. Bon sang, ouais. C'est excitant. Jeff l'appelle de son côté du jeu. Félicitations pour votre nouvel achat. Je suis juste content que ça ait fonctionné. Parker ne reste pas immobile. Il se tourne vers l'équipage et pousse pour gagner du kilométrage. Et alors vouliez-vous faire des calculs à ce sujet? Genre 220 mètres à l'heure, 230, 270, 270. Quel est l'intérêt d'avoir une toute nouvelle usine si vous ne voulez pas la pousser? Vouliez-vous faire des calculs à ce sujet? Genre 220 mètres à l'heure, peut-être le diviser un peu plus. C'est 270 mètres à l'heure. Quel est l'intérêt d'avoir une toute nouvelle usine si vous n'allez pas la faire exploser? Parker n'a pas dépensé $1 million pour faire fonctionner Loa à la même vitesse que les usines qu'il possède déjà. Il a acheté de la vitesse. Il a acheté une chance de récupérer les semaines perdues pendant que l'usine était dans un camion quelque part en transit.
Loi doit courir plus vite que toute autre chose sur la propriété, sinon le pari ne paie pas. L'équipage compose le signal. La pelle travaille plus fort sur les stocks. La terre tombe dans la trémie à 270 mètres par heure et Loi la mâche sans trébucher. Jeff regarde le pont. Il regarde l'écluse couler. Il regarde les rejets sortir du dos. La plante tient à pleine alimentation. Ce chiffre 270 yards par heure est le cœur de tout le pari. C'est la raison des modifications du deck. C'est la raison des extensions de passage d'écluse. C'est la raison pour laquelle Parker a dépensé $1 million au lieu de s'appuyer davantage sur les usines qu'il possédait déjà. Big Red descend plus bas. Bob courte plus bas. Roxane courte plus bas. Loi, lors de son premier quart de travail, fait déjà plus de kilomètres par heure que n'importe quelle autre usine de la propriété, exactement ce que Parker a dit qu'elle ferait lorsqu'il a viré l'argent. La promesse commence à ressembler à un résultat. Un peu plus tard dans le chantier, l'équipage plaisante sur le nom. Parker dit que Loi n'est pas un nom qui exige l'autorité d'apporter une miche de pain à chaque fois que vous faites un nettoyage. Il dit qu'un de ses amis l'a suggéré, mais il n'aime pas vraiment ça. Alors il appelle la nouvelle usine Gigi le mannequin à la place. Gigi la mannequin a atteint une vitesse de 270 mètres à l'heure lors de ses premières coupes sur le sol du Yukon. La pesée hebdomadaire. La saison se transforme en un problème de mathématiques à grande échelle. Parker doit consommer en moyenne 440 onces par semaine pour atteindre 10 000. En dessous de cette ligne, il perd du terrain. Au-dessus, il court avec la saison plutôt que contre elle. Chaque semaine, les coupes sont pesées et la vérité se révèle en onces. L'équipage se rassemble autour de la balance. L'or de chaque usine est livré chaque semaine sous forme d'une récolte propre pesée publiquement et comptée devant l'ensemble de l'exploitation. Il n'y a pas de tourbillon dans cette pièce. Le nombre est le nombre. L'équipage le regarde atterrir. Parker le regarde atterrir. Soit la semaine résiste au calcul, soit elle ne résiste pas. Les nettoyages progressent un à la fois. Big Red d'abord, puis laver la plante Bob, puis Roxane. L'or de chaque usine est placé sur la balance et l'équipage compte le poids en temps réel, once par once, jusqu'à ce que le total de la saison en bas soit le seul chiffre qui compte. Big Red, sur le Golden Mile, tire 147 onces. À $3 500, l'once, cette coupe vaut environ 492 000 $. Solide pour cette plante, Parker hoche la tête. Big Red fait ce que Big Red fait. 20, 40, 80, 100, 130, 140,7. Bon, c'est d'accord. C'est bon pour Big Red. Ouais. L'usine de lavage Bob qui travaille sur le pont a oscillé au-dessus de 100 onces par semaine le mois dernier. Cette semaine, Bob pèse 127,4 onces, soit environ 445 000 $ sur l'échelle. Stable, fiable, ennuyeux. Parker hausse les épaules à ce nom. Cela pourrait être pire. L'équipage rit. Bob continue tranquillement d'inscrire des chiffres au tableau. Roxane est en écluse toute la semaine chez Ken et Stuart. Le nombre que Roxane doit atteindre pour garder Parker sur la bonne voie est de 172 onces. L'équipage compte le poids. 40, 50, 60, 90, 110, 100, 30, 100, 53, 2, soit environ 536 000 $ à 3 500, l'once en deçà de la ligne cible mais proche. Et Gigi n'est pas encore dans les chiffres. Parker ne l'a pas fait fonctionner assez longtemps pour la compter dans le nettoyage hebdomadaire. Ce numéro arrive. La prochaine pesée est celle où les premières coupures de Loi apparaissent sur la balance, et c'est le numéro que Parker attend vraiment. Une fois que Gigi sera de retour dans le mix, ce sera bien. Ouais, nous voilà donc de nouveau de retour dans les grands chiffres. La semaine dernière, l'opération a permis de récolter 317,25 onces. Cette semaine, 421,3 onces, soit environ 1,5 million de $ sur place. Eh bien, la semaine dernière, c'était 317,25 onces, et cette semaine, c'est 420 et 1,3. Alors on monte. Le nombre de la semaine dépasse pour la première fois l'objectif de 440 que Parker a poursuivi toute la saison. En un instant, l'opération s'est déroulée avec les mathématiques plutôt que contre elles. Le bond est de plus de 100 onces d'une semaine à l'autre, de 317 à 421. Ce genre de montée en une seule semaine, avant même que le nouveau plan ne soit pris en compte, est le premier signe que l'opération a la puissance nécessaire pour récupérer le terrain qu'elle a abandonné plus tôt dans la saison. Le total de la saison s'élève à 7 787,1 onces.
8000 d'ici la semaine prochaine, c'est la prochaine porte. Traversez-le et 10 000 personnes restent en vie. Si vous le manquez, les mathématiques commencent à poser des questions laides. Espérons un automne chaud. Le sprint final. L'opération Golden Mile revient en force. Big Red martèle une pile de paiement d'un côté. Le Golden Goose activé à 270 mètres par heure martèle l'autre à 4000 pieds de distance. Les montagnes de salaire commencent à diminuer. 2 stations de lavage fonctionnent en même temps sur le même clem, et la saison commence à paraître récupérable. Dans l'ensemble de la propriété, le reste de la flotte alimente la même cible. L'usine de lavage, Bob continue de broyer à travers la coupe du pont. Roxane continue de courir chez Ken et Stuart. 4 usines au tableau, toutes mettant des onces hebdomadaires par rapport à la ligne 440. Parker fait le calcul à voix haute. Le salaire derrière lui s'élève à près de 1000 heures d'épuration. Il ne reste plus que 1000 heures dans la saison. Les chiffres s'alignent presque parfaitement, et c'est presque tout le problème. Une panne, une ligne gelée, une semaine de mauvais temps, et les calculs tournent mal. Sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est la mission pour le reste de l'année. Cette nouvelle plante est vraiment sympa. Nous avons une montagne de salaire à payer là-bas pour courir. Cela représente près de 1000 heures d'éclusage. Et il ne reste pas beaucoup plus de 1000 heures dans la saison. Il est donc temps maintenant de sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée. Big Red, The Goose Bob et Roxane courent tous. L'équipage pousse le kilométrage. L'eau tient. Les mises à niveau de Jeff Turnell font sur Terre ce pourquoi elles ont été conçues sur la fiche technique. L'échéance de construction qui se profilait en début de semaine est derrière nous et la saison reprend son cours. La décision de fermer le Golden Mile et de stocker le virement bancaire, la construction sur 7 jours, la longue conduite d'eau, le vent sur l'ascenseur, les travaux d'épinglage sur les patins, chaque appel passé par Parker sous pression est désormais derrière lui comme un travail accompli. Ce qu'il a devant lui, c'est le kilométrage, les heures et la météo. Parker dit qu'ils ont de réelles chances d'y parvenir. 4 usines sont de nouveau opérationnelles, Louis morde enfin dans la deuxième pile, les chiffres hebdomadaires grimpant dans le bon sens. La semaine de 421 onces a été le premier véritable signal, la semaine où l'opération a franchi la ligne cible sur le plan mathématique, Gigi n'étant pas encore comptée. Les piles de salaire sont toujours debout, le gel arrive toujours, la gousse doit encore rouler 1000 heures sans panne majeure. L'eau doit encore continuer à gravir cette longue ligne. Il faut encore que la météo tienne. Parker doit encore franchir toutes les portes hebdomadaires d'ici à octobre, mais les calculs sont valables. 10 000 onces sont de retour sur la table. 8 000 la semaine prochaine, puis 9 000, puis même 10 000. Chaque porte est une pesée de plus, un compte de plus sur la balance, une chance de plus pour Loi de prouver que le pari d'1 million de dollars était la bonne décision depuis le début. Le Yukon décidera du reste à partir d'ici. L'équipe a déjà fait sa part du travail. Alors voici la question pour vous. Auriez-vous fermé le Golden Mile et fait des réserves comme Parker l'a fait en pariant la saison sur une usine flambant neuve qui n'avait pas exploité un seul chantier? Ou auriez-vous laissé les vieilles usines fonctionner à plein régime et évité complètement le pari d'1 million de dollars? Déposez votre appel dans les commentaires. Et si vous voulez voir si Gigi amène réellement Parker à 10 000, cliquez sur abonnez-vous et restez dans les parages pour le prochain nettoyage.